Birkin bag at Hermes boutique will cost you 38,000 USD. But what is the real cost out of the factory? Imaginez, vous tombez sur la vidéo TikTok d'un fournisseur chinois qui vous affirme produire exactement les mêmes sacs que Chanel, les mêmes chaussures que Nike, et il vous propose d'acheter directement chez lui. Même cuir, même design, même usine, mais pour 10 fois moins cher. Et là, vous vous demandez pourquoi payer 5 000 € pour un sac si je peux l'avoir directement chez la personne qui le fabrique pour seulement 80 €. Ces fabricants essayent de nous faire comprendre qu'on se ferait pigeonner depuis des décennies. The total cost will be 1,400 USD for one Birkin out of factory. But why Hermes will charge you 38,000 USD for one bag? That's because more than 90% of the price is paid for its logo. C'est viral et ça choque. Face aux réactions des internautes, on se demande si l'illusion du luxe n'est peut-être pas plus fragile qu'on ne le pense. Est-ce que, avec toute cette communication, la Chine a le pouvoir de détruire les maisons de luxe françaises qu'on connaît aujourd'hui? Ou bien est-ce tout simplement le début d'une nouvelle arnaque à la consommation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo, mais surtout restez bien jusqu'à la fin car je vais vous révéler 7 stratégies que les grandes maisons de luxe utilisent depuis des années pour influencer les masses et que vous pouvez facilement copier dans votre propre business pour développer votre marque. Salut, moi c'est Minel. Sur cette chaîne, on parle de copywriting, de marketing et surtout je te partage des stratégies simples, efficaces et éthiques pour augmenter tes ventes sans avoir l'air de passer pour un vendeur de tapis. Donc si ce sont des choses qui t'intéressent, je t'invite vraiment à t'abonner. Oui, fais-le, abonne-toi. Ces vidéos qui ont peut-être aussi inondé votre fil d'actualité ciblent principalement les consommateurs américains qui sont frustrés de voir leur pouvoir d'achat diminuer à cause de l'augmentation des tarifs douaniers par Trump de 145% pour les produits en provenance de la Chine. Ces vidéos suggèrent que les consommateurs peuvent contourner les distributeurs habituels et aller directement à la source, à savoir chez les fournisseurs dans les usines pour obtenir ce qu'ils payaient 3 fois plus cher en magasin. Ils ne vendent pas juste des copies. Ils disent, nous sommes les fournisseurs de Nike, voici ce que vous payez en magasin, voici son prix réel, voici le prix auquel vous pouvez l'obtenir en commandant directement chez nous. Et certains profitent de l'appli pour chier dans le torrent, pardonnez-moi l'expression, puisque même les messages spam sur Instagram ont été personnalisés pour l'occasion. En voyant ces vidéos, la première chose que je me suis dit, c'est fake, tout le monde le sait. Mais lorsque j'ai vu les réactions des personnes qui se réjouissaient, je me suis dit, ah tiens, peut-être que tout le monde n'est pas au courant de ce qui est réellement en train de se passer. La plupart de ces vidéos mettent en avant ce qu'on appelle le pink tea, c'est-à-dire de la contrefaçon haut de gamme qui est très populaire en Chine et qui est même vendue dans des magasins de façon très banale. En fait, ce sont des copies quasi conformes en utilisant les matériaux les plus qualitatifs possibles, mais bien sûr à des prix un peu plus élevés que la contrefaçon que vous pourrez trouver par exemple au marché aux puces de Sarcelles ou de Saint-Ouen. Le pire, c'est que ce type de vidéo a toujours existé, mais pourquoi est-ce qu'elle cartonne autant aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tout le monde y croit? Si le fond est le même, ce qui change, c'est la forme. Un discours qui est ancré dans l'actualité, un discours qui joue sur les blessures des gens, à savoir la baisse de leur pouvoir d'achat, mais surtout un discours qui joue sur la méfiance déjà existante des consommateurs vis-à-vis des géants de la mode. Bonjour, biais de confirmation. En fait, il y a un sentiment de révélation. Elle sème le doute et surtout, elle joue sur un fantasme. On nous a menti, le luxe ne coûte pas cher à produire, alors pourquoi devrais-je continuer à dépenser une fortune? Mais derrière cette stratégie se cache une autre guerre, celle de l'image, et croyez-moi, les maisons de luxe ne sont pas du tout prêtes à la perdre. À force de voir des sacs soi-disant identiques à 80 € alors qu'ils sont vendus 5 000 € sur les Champs-Élysées, on se pose bien sûr la question de savoir qu'est-ce que le luxe réellement. Alors, ouvrons le dictionnaire et regardons ce que nous dit Tonton Larousse. Le luxe, c'est caractère de ce qui est coûteux, raffiné, somptueux. Deuxième définition, environnement constitué par des objets coûteux. Manière de vivre coûteuse et raffinée. Troisième définition, plaisir relativement coûteux qu'on s'offre sans vraie nécessité. Quatrième définition, ce que l'on se permet d'une manière exceptionnelle ou ce que l'on se permet de dire, de faire en plus pour se faire plaisir. Et cinquième définition, grande abondance de quelque chose. Bon, tout ça c'est très théorique et ça ne nous explique pas vraiment pourquoi est-ce que les gens seraient prêts à mettre 2 fois, 3 fois leur salaire dans un objet qui n'est pas forcément nécessaire à leur existence et surtout mettre une fortune dans un objet qu'ils pourraient certainement obtenir pour 10 fois moins cher. Je vous propose donc d'aller beaucoup plus loin que la définition du Larousse. Le luxe, c'est d'abord une qualité exceptionnelle. Un produit de luxe, c'est souvent un produit qui frôle la perfection et qui nécessite un travail de fourmi. Cuir pleine fleur,
fleurs, finition à la main ou production 100% manuelle, tissu rare, pierres précieuses, métaux nobles. Par exemple, une montre Patek Philippe, c'est 9 mois de fabrication, soit l'équivalent d'une grossesse, s'il vous plaît. Et si vous avez un CDI de 35 heures, il vous faudrait au moins 40 heures pour fabriquer le célèbre sac Birkin de la maison Hermès, si vous ne faites que cela durant votre semaine. Le luxe, c'est l'exclusivité. Ce qui est rare est cher. C'est un principe d'économie de base. Mais dans le luxe, ce n'est pas tant l'offre qui est rare, c'est vous qui êtes exclu. Vous ne pourrez au grand jamais, en tout cas tant que la maison Hermès qu'on connaît aujourd'hui existera, commander un sac Birkin comme vous commandez un aspirateur sur Amazon. Il faut être recommandé, attendre des mois voire des années avant d'espérer en obtenir. Vous devez prouver que vous appartenez à la marque. Et comment est-ce que vous le faites? En achetant régulièrement et en développant une relation de confiance. Vous devez prouver que vous méritez d'obtenir un sac et cela passe par des achats répétés pour montrer que vous appartenez bel et bien à l'univers de la marque et surtout que votre image est en adéquation avec celle de la marque. Et ce n'est pas juste du snobisme, c'est du marketing émotionnel. C'est ce qu'on pourrait appeler la stratégie de frustration contrôlée. Et en fait, c'est ce qui se passe dans la drague. Si vous voulez augmenter votre désirabilité, eh bien, il faut être moins accessible. Il faut cultiver une aura de mystère. Et ce n'est pas l'un des conseils que donnent les coachs love. Si vous êtes une femme et que vous souhaitez augmenter votre désirabilité, eh bien, il faut cultiver une aura de mystère. Il faut être moins accessible à la jante masculine ou en tout cas à la personne que vous convoitez. Le luxe, c'est une valeur symbolique. Porter un sac Dior, un sac Chanel, en réalité, ça ne change pas votre vie, mais ça change ce que les gens pensent de vous. C'est un signal social, c'est dire sans parler, je peux me le permettre, je suis de ceux qui savent, je suis au-dessus de la masse. Et dans un monde où tout peut devenir assez uniforme, eh bien, c'est un message non verbal qui vaut de l'or ou plutôt des milliers d'euros. Le luxe, c'est aussi un théâtre. Acheter du luxe, ce n'est pas juste dépenser beaucoup d'argent dans un objet superflu. Le luxe, c'est avant tout une expérience. Salon privé, vie des quartiers les plus prestigieux du monde, personal shoppers, champagne pendant les essayages, même la boîte dans laquelle le produit est livré est pensé sur mesure. Parce que quand vous achetez un produit de luxe, vous ne payez pas que le produit, vous payez l'histoire, l'aura, l'exceptionnalité. Petite parenthèse importante parce qu'il y a des entrepreneurs qui regardent mes vidéos et qui peuvent se poser des questions sur leur positionnement à eux. Et en fait, j'aimerais qu'on puisse distinguer le haut de gamme et le luxe. Le haut de gamme, c'est ce que vous achetez parce que vous aimez la qualité. Par exemple, acheter un iPhone 16, acheter un sac Pollen. Pollen, ce sont des sacs qui sont de très bonne qualité, mais ce n'est pas du luxe, ok? Qu'on soit clair là-dessus. Parce qu'il y a aussi des marques qui s'autoproclament luxe alors qu'elles ne remplissent pas totalement les codes du luxe. Et le luxe, c'est ce que vous achetez parce que vous aimez ce que ça dit de vous. Donc oui, on pourrait très bien acheter à 80 € un sac de très bonne qualité en Chine. En Chine, c'est pas que de la mauvaise qualité. On pourrait très bien le faire, mais malgré tout, ça n'aurait pas le même impact que de payer ces 5000 € chez Chanel. Parce que c'est pas tant le sac qui a de la valeur, mais c'est ce que vous projetez en portant ce sac. Pour entretenir la désirabilité du luxe, dans le luxe, il y a quelque chose d'assez irrationnel que les grandes maisons parviennent à entretenir depuis des décennies. Donc, je vous propose d'analyser 3 stratégies de grandes maisons, Hermès, Louis Vuitton et Chanel. Je vous propose de décrypter comment 3 de ces marques ont réussi à bâtir leur empire. Hermès a érigé l'exclusivité en art. Le sac Birkin, par exemple, ce n'est pas un simple accessoire, c'est une quête, c'est un Graal, avec des prix qui oscillent entre 11 000 et 380 000 $. Son acquisition relève d'un parcours initiatique. Un sac Birkin, c'est un artisanat d'exception. Chaque sac est confectionné à la main par un seul artisan pendant des dizaines d'heures de travail pour garantir une qualité irréprochable et une attention aux détails sans égal. L'accès est restreint et il n'y a pas de liste d'attente officielle. L'achat d'un Birkin nécessite souvent une relation préalable avec la marque, impliquant des achats répétés et une fidélité prouvée. Hermès applique une stratégie de rareté dont il ne se cache pas, en ne communiquant pas sur le nombre de sacs produits. Et oui, un produit rare est encore plus désirable. Et c'est cette stratégie qui crée une aura de mystère et de prestige qui positionne Hermès comme un leader incontesté et dont beaucoup de personnes s'inspirent. Louis Vuitton a su s'imposer comme une référence culturelle mondiale en transcendant le simple statut de marque de luxe. Louis Vuitton, c'est des collaborations stratégiques, des partenariats avec des artistes comme Yayoi Kusama ou des marques comme Supreme qui ont généré un engouement mondial avec des collections qui sont écoulées en un temps record. Et en nommant Pharrell Williams à la tête de la création masculine, la marque s'associe à des figures culturelles influentes pour toucher un public plus large. Louis Vuitton, c'est aussi des campagnes emblématiques qui mettent en scène des icônes comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi et ça renforce la présence de la marque dans l'imaginaire collectif. Louis Vuitton, c'est aussi des expériences immersives.
la marque investit dans des installations artistiques et des événements spectaculaires qui permettent de transformer chaque lancement en événement culturel. En bref, Louis Vuitton maîtrise l'art de fusionner tradition et modernité, et cette stratégie d'omniprésence culturelle lui permet de rester au cœur de la conversation culturelle tout en préservant son aura de luxe et sa désirabilité. Chanel, c'est bien sûr l'élégance à la française, la sophistication, et la marque s'appuie sur son héritage pour construire une image cohérente. Chanel, c'est avant tout des produits emblématiques comme le parfum Chanel numéro 5, les sacs à main 2.5 ou le tailleur en tweed qui transcendent les époques et permettent de perpétuer l'histoire et l'identité de la marque. Tout en honorant l'héritage de Coco Chanel, la marque mise sur des campagnes publicitaires raffinées et des partenariats avec des célébrités alignées sur ses valeurs et des défilés spectaculaires. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que les célébrités qui incarnent Chanel, elles ont toutes quelque chose en commun. Je vous laisse me dire si vous avez remarqué la même chose que moi dans les commentaires. Chanel, c'est aussi un service client exceptionnel. La marque fait partie de celles qui chouchoutent à fond sa clientèle avec un service exceptionnel, des salons privés, des conseillers dédiés. Comment est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur de marque, pour marquer l'esprit des gens comme le font ces grandes marques, en tout cas à votre échelle, et sans dépenser des 1000 et des 100? Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas une question de budget, c'est vraiment une question de psychologie et de symbolisme. En tout cas, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voici 7 stratégies puissantes que vous pouvez utiliser sans avoir le budget marketing de dur. Stratégie numéro 1, créer un sentiment de rareté et maîtrisez-le. Quand tout le monde peut l'avoir, plus personne n'en veut. Hermès ne vend pas le Birkin, il offre l'opportunité de l'acheter. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre business pour créer de la rareté? Vous pouvez très bien instaurer une liste d'attente ou un système de précommande sélectif. Vous pouvez aussi rendre invisible le nombre de stocks et faire en sorte que les gens vous demandent si le produit est encore disponible ou s'il y a encore de la place. Produire en quantité limitée ou limiter la durée d'accès à ce que vous vendez. Par exemple, une créatrice de bijoux artisanaux qui n'ouvre ses ventes que 2 fois par mois crée beaucoup plus d'exclusivité et donc augmente ses chances de vendre plus facilement. Deuxième stratégie, créer une expérience client mémorable. Dans le luxe, le processus d'achat procure des émotions fortes. Ça ne joue pas. Vous devez vraiment travailler la relation humaine. Votre client doit se sentir chouchouté et considéré. Vous pouvez aussi proposer un suivi personnalisé, que ce soit un appel pour savoir si tout s'est bien passé, s'ils ont apprécié, un message vocal si vous êtes vraiment dans un business de proximité avec vos clients, ou pourquoi pas faire un cadeau surprise quelques jours après la commande ou le jour de leur anniversaire ou le jour d'une fête. Et vous pouvez aussi théâtraliser la livraison, par exemple en parfumant la boîte, en mettant un mot manuscrit ou en ajoutant un petit cadeau supplémentaire. Par exemple, si vous avez une offre à plus de 1000 €, rien ne vous empêche d'envoyer un petit kit de bienvenue avec pourquoi pas un carnet, une bougie, un stylo à vos clients. Ce sont des choses qui marquent et qui font extrêmement plaisir. Troisième stratégie, augmentez vos prix mais justifiez par la valeur. Par exemple, vous pouvez très bien utiliser le price priming, c'est-à-dire que vous allez en fait exposer les gens à une offre qui coûte beaucoup plus cher, de sorte que lorsqu'ils vont voir votre offre intermédiaire, celle-ci paraîtra beaucoup plus abordable. Enfin, même si peu de personnes achètent l'offre hyper chère, en fait, ça va rendre votre offre intermédiaire plus désirable, en tout cas pour ceux qui n'ont pas le moyen de s'offrir l'offre la plus chère. Vous devez aussi travailler votre discours et mettre en avant tous les éléments qui pourraient justifier pourquoi le produit coûte autant. Quatrième stratégie, associez votre marque à un mot identitaire. En fait, les grandes marques ne sont pas juste des marques générales, elles incarnent un concept fort et vous devriez en faire autant. Essayez vraiment de trouver le mot qui incarne le mieux votre marque. Par exemple, Chanel, c'est tout de suite l'élégance. Nike, c'est la performance, le dépassement de soi. Patagonia, c'est l'éco-responsabilité. Et c'est vraiment de réfléchir à ce qui pourrait caractériser au mieux ce que représente votre marque. Et ensuite, vous devrez la construire autour de ce mot-là. Par exemple, vous demandez si ma marque devait faire ressentir une seule émotion aux gens, que serait-elle? Et ensuite, vous construisez votre business autour de cette émotion. Cinquième stratégie, faites du storytelling votre arme secrète. Les marques de luxe ne vendent pas juste des objets, elles vendent surtout des histoires. Donc, vous devez vraiment axer votre communication, votre marketing autour du storytelling. Parler davantage du produit, non pas pour dire qu'il coûte tant, qu'on peut l'acheter à tel endroit, mais parler de sa création. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour le créer? Quel est le processus pour le créer? Lorsqu'on crée une marque, il faut vraiment réfléchir à son pourquoi, parce que c'est justement dans ces cas de figure que ça permet de se démarquer des autres et de créer une connexion forte avec sa cible. Même si vous avez peur de vous mettre en avant, il faut vraiment humaniser votre marque en parlant de vos valeurs, en parlant de votre why. Par exemple, pour un maître chocolatier, ce serait de parler de son histoire, de la famille qui cultive les fèves de cacao, de parler de l'histoire derrière chaque recette. Et en fait, c'est comme ça qu'on crée une marque qui a du sens. Sixième
stratégie, utiliser le neuromarketing pour déclencher une émotion. Vous l'avez forcément entendu, la vente est émotionnelle avant d'être rationnelle. Les gens achètent avec leurs émotions et le justifient par la raison. Donc, que d'être trop focalisé sur les caractéristiques techniques de vos produits, essayez vraiment de parler davantage des bénéfices, ok? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de la personne lorsqu'elle va acheter? Qu'est-ce qui va changer concrètement? Utilisez aussi la projection, le storytelling dans votre communication. Permettez aux gens de se projeter lorsqu'ils vont utiliser votre produit et de se raconter en fait leur propre histoire. Mais elle peut dire, par exemple, une marque de cosmétiques ne peut pas juste dire « Ah, notre gamme permet de réparer la peau ». Non, il faut qu'elle puisse montrer aux gens qu'ils vont retrouver leur confiance en eux lorsqu'ils vont se regarder devant le miroir. 7e stratégie, peut-être la plus importante, positionnez-vous avec ambition. Les marques de luxe, elles ne se justifient pas. Ce sont elles qui définissent les règles et c'est ça qui fait leur force. Arrêtez de dire « Je suis un petit artisan, je suis une petite marque », mais commencez à dire « Je suis une maison créative spécialisée dans telle chose ». Si vous voulez aussi véhiculer une aura un peu plus luxe, soignez votre langage, soignez votre ton, soignez les couleurs de votre marque. Oui, il y a ce côté d'abondance, mais aussi ce côté de less is more. Si vous l'avez remarqué, les logos des maisons de luxe sont souvent très minimalistes. Les boutiques aussi, c'est pas surchargé. Même en termes de couleurs, on est sur quelque chose pesé. Donc, si vous voulez véhiculer cette aura de luxe, peut-être qu'il y aura aussi du ménage à faire sur votre site internet, sur votre logo, sur vos packaging. Mais alors, avec tout ce qui se passe, est-ce que les maisons de luxe vont disparaître? À ce stade, on peut se demander de façon légitime si tous les produits viennent des mêmes usines, est-ce que c'est vraiment de la contrefaçon? La contrefaçon, juridiquement, c'est l'utilisation ou l'imitation d'un droit de propriété intellectuelle sans l'autorisation de son détenteur. Ça peut concerner une marque, par exemple mettre un logo Louis Vuitton sur un sac qui n'a pas été produit par les ateliers Louis Vuitton. Ça peut être un modèle déposé, utiliser le design du sac 2.55 de Chanel. Ça peut être copier un dessin, un brevet, un nom commercial ou même une indication géographique. Donc oui, même si les matériaux sont les mêmes, si la marque ou le design est utilisé sans autorisation, c'est illégal et puni par la loi. Jusqu'à 400 000 € d'amende et 4 ans de prison pour les vendeurs, 300 000 € d'amende et 3 ans pour les acheteurs. Il faut garder en tête que le luxe, c'est un système économique à part entière. Ce sont des entreprises cotées en bourse, LVMH, Kering, il y a des investisseurs, des actionnaires, il y a des milliers d'employés, d'artisans, de boutiques. Chaque création est protégée et surveillée. Chaque détail, du flacon à l'emballage, est le fruit d'une stratégie industrielle. Alors que la contrefaçon, on ne sait jamais où ça a été produit. Est-ce que des enfants ont été forcés à travailler? Est-ce que les matériaux sont toxiques? Donc au fond, ce n'est pas juste une affaire de justice, c'est une affaire de cohérence personnelle. Est-ce que je veux un objet qui me ressemble ou je veux vendre une histoire qui n'est pas la mienne? Ce que ce scandale révèle vraiment, ce n'est pas que les grandes marques mentent, c'est que certains consommateurs sont en train de découvrir les bases du commerce. Oui, dans le luxe, il y a une part de storytelling. Oui, les productions sont parfois externalisées. Oui, les marges sont colossales. Mais ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça qui fait que c'est une arnaque pour autant. Parce que le luxe ne se mesure pas au coût de fabrication, mais plutôt, il se mesure à ce que vous ressentez lorsque vous l'achetez et à ce que vous souhaitez qu'on pense de vous. Donc oui, la Chine peut bien vendre des sacs moins chers, mais malheureusement, elle ne peut pas encore vendre le rêve qui va avec.